Les conclusions des enquêtes sur la disparition en juillet 2023 de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende, sont connues. D'après la justice congolaise, l'ex-porte-parole d'Ensemble pour la République s'est suicidé. Lutte contre les terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu, c'est le sujet au cœur d'une importante réunion à laquelle prennent part ce vendredi les chefs d'état-major des forces de la SADC à Goma. Et puis en sport, début de la phase de play-off avec des matchs dans différentes villes ce vendredi à Kindu. L'AS Maniema Union reçoit Dauphin Noir au stade Joseph Kabila. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. L'ancien ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Chérubin Okende, décédé le 13 juillet 2023, s'est suicidé. C'est la principale conclusion des enquêtes menées sur cette affaire dont le contenu a été révélé ce jeudi par le procureur général près la Cour de cassation. Firmin Mvonde l'a dit au cours d'une conférence de presse. Moïse Chamala. C'était dans son cabinet de travail que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a rendu public les conclusions de l'enquête sur la mort de Chérubin Okende. Devant les chevaliers de la plume, tant national qu'international, après plusieurs mois d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation a révélé à la face du monde que Chérubin Okende s'était suicidé. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa et malgré l'implication des experts étrangers dans l'enquête, aucune conclusion n'avait été rendue publique par les autorités congolaises. Le même 13 juillet, les procureurs généraux près la Cour de cassation avaient fait une communication dans laquelle ils annonçaient les premiers éléments de l'enquête qui avaient abouti à l'arrestation du garde du corps de Chérubin Okende, retrouvé tôt les matins sur les lieux de sa mort. Le corps n'était pas criblé de balles. Et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté et dans le véhicule, l'arme appartenant à son garde corps, et tirée à partir de la tombe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tombe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircie, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions, je suis au bout du rouleau. Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, c'était en présence de la veuve, sont autant de questions que nous nous sommes posées. La justice congolaise affirme que la suite de l'enquête sur la mort de Chérubin Okende visera maintenant à comprendre non pas l'identité de l'assassin, mais plutôt la cause qui préoccupait l'ancien ministre. À ce sujet, justement, la réaction de son parti Ensemble pour la République n'a pas tardé. Le porte-parole d'Ensemble, justement, pour la République, Hervé Diakessé, estime que la version avancée par la justice ne repose sur aucun élément procédural d'après lui. Je vous propose de l'écouter. Au regard des dernières déclarations de l'avocat de la famille, qui avait estimé qu'il n'y avait plus rien à attendre de la justice congolaise, ce qu'elle-même vient de prouver avec éclat par une conclusion aussi désinvolte, étrangère à toute logique juridique. Donc, on n'a plus d'autre choix que de saisir les instances étrangères indépendantes. Et nous attendons aussi que les rédacteurs du rapport d'autopsie, le rapport d'autopsie a été fait par des experts sud-africains, des experts onusiens, des experts belges, de ne pas rester dans les silences, qu'on nous dise réellement ce qui était dans ces rapports-là. Et peut-être là où la justice est beaucoup plus indépendante, eh bien il y aura une manifestation de la vérité. Et les assassins rendront compte. Autre chose à présent, au moins 4 morts et des blessés aux côtés des biens pillés lors d'une nouvelle attaque terroriste ADF qui a visé le quartier Nzuma en ville de Beni. L'attaque a été menée
Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, une énième tuerie qui a provoqué des manifestations de colère de la part de la population civile. Des jeunes ont barricadé la route numéro 4, bloquant ainsi pendant plusieurs heures la circulation entre Beni et Oicha dans la province du Nord Kivu. On retrouve notre correspondant depuis Butembo, Martial Bendelo, pour plus de détails. Alors, il faut dire que la tension a vécu dans la matinée dans la partie nord de la ville de Beni. Et il s'agissait des jeunes qui ont barricadé la route après une attaque ADF dans la contrée. Alors, d'après les témoins, l'ennemi a réussi à s'infiltrer jusqu'à atteindre la nationale numéro 4, à seulement quelques mètres de l'aéroport national de Mavivi. L'armée indique avoir plutôt empêché les terroristes. L'armée, indique avoir repéré les terroristes à peine ils commençaient à s'en prendre à la population civile. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont empêché les terroristes ADF-MTM qui voulaient s'approvisionner en vivres et médicaments. Malheureusement, pendant leur fuite, ils ont tué 4 civils et blessé 2 autres, a déclaré le porte-parole de l'armée dans la zone. Le capitaine Anthony Molouchaï ajoute que la situation est redevenue calme la même nuit avant de rassurer que les forces, la force de la coalition FARDC, UPDF, l'armée ougandaise, sont à la poursuite de l'ennemi et le système de protection de Beni Mavivi a même été renforcé, rassure-t-il. Il faut donc préciser que cette attaque ADF, qui a encore une fois coûté la vie aux civils, a provoqué la colère de la population, je le disais déjà. Cette dernière qui a barricadé la route, empêchant ici toute circulation. Et puis sachez que les chefs d'état-major des pays contributeurs des troupes de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe sont arrivés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon des sources militaires, l'objectif de la mission de ces responsables d'armée consiste à planifier des opérations de terrain contre la rébellion du mouvement du 23 mars soutenu par l'armée rwandaise. Reportage de la presse militaire. Le chef des forces de défense des pays contributeurs des SAMI RDC et le chef d'état-major général de FARDC sont arrivés ce jeudi 29 février 2024 à Goma. Ils étaient accueillis par le lieutenant-général Sikabwa Sindafa, le coordonnateur des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le général-major Chirimwani Nkuba Peter, gouverneur militaire du Nord Kivu, et le général-major sud-africain Mono Abisi Diakopu, commandant de la force de la SADC, entouré de leurs collaborateurs. Le chef de défense de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Malawi, de la Tanzanie et de la RDC vont se réunir pour des stratégies à mettre en place pour renforcer les opérations contre les terroristes RDF M23. Et si ces grandes autorités sont arrivées ici chez nous, c'est bien évidemment dans le cadre, n'est-ce pas, d'un travail, et nous osons croire qu'il y aura certainement une communication finale qui va bien évidemment consacrer la fin de ce travail. Et puis l'eau de la régie de distribution d'eau ne coule pas au robinet dans la ville de Bukavu depuis plus d'une semaine à la suite d'une panne survenue sur le tuyau principal de la société. Les habitants recourent à l'eau du lac Kivu avec plusieurs conséquences. La société civile tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à prendre des dispositions pour sauver des vies humaines en danger. On écoute Hilaire Isomboa Bessana, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwenga, que nous avons joint au téléphone. Depuis une semaine, l'eau ne coule plus au robinet dans la ville de Bukavu. À la base, les tuyaux de la régie des eaux, situés au niveau des lycées Wima, sur la route nationale numéro 2, était abîmé suite à son état de vesticité. Avec cette panne, l'accès à l'eau potable est devenu très difficile dans les ménages, avec plusieurs conséquences, notamment certains enfants n'étudient plus en cherchant d'abord cette denrée vitale, la consommation de l'eau de la rivière Ruzizi, des marigots, du lac, avec possibilité d'attraper les maladies d'origine hydrique, l'instabilité sociale dans les ménages et les conflits entre les enfants et les parents suite à la recherche de l'eau. D'autres enfants étaient châtiés et victimes de bagarres au puits d'eau car ne pouvaient accéder à l'eau que celui qui a les biceps. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce tuyau soit en panne à cet endroit, dont la route est dégradée et c'est souvent ce tuyau qui est
en pâtissent. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à prendre ses responsabilités en finançant la Régie des eaux pour que cette dernière achète des tuyaux neufs et change ses anciens tuyaux avec les nouveaux, sans mettre de côté la réhabilitation des routes à cet endroit. C'est à 18h30 de ce 29 février 2024 que l'eau a commencé à couler dans certains robinets de la ville de Bukavu. Poursuivant ce journal, pendant ce temps, la communauté universitaire a participé à la grande conférence débat tenue jeudi dans la salle Monekoso à l'université de Kinshasa sur la RDC face aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier. L'orateur du jour a donné les caractéristiques de ce que l'on entend par les matières premières stratégiques et ou critiques. Le secteur minier au cœur de l'actualité, les scientifiques s'y penchent. En termes d'expertise, pour une bonne gestion de nos ressources naturelles, le professeur Raphaël Matamba-Jibikila, expert en mines, fait un exposé magistral face au corps scientifique et étudiants de l'UNIKIN. Notion centrée sur la problématique de la transition énergétique ainsi que les secteurs miniers en vue d'apporter des solutions nécessaires dans ces domaines. Il encourage la prospection en vue de maîtriser les potentiels géologiques de la RDC. Même le chef de l'État, dans ses sorties médiatiques, plusieurs fois il a dit, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'on devait améliorer la connaissance géologique. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter à des spéculations, on a ceci, on a cela, tout. Bien sûr, on a tous ces indices-là, mais il faut les connaître réellement en termes de réserves, des réserves exploitables, et si on les a, on peut planifier dans ce domaine-là facilement. Au sujet de la thématique du protocole d'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne et le protocole d'attente sur les chaînes de valeur des matières premières critiques et stratégiques, le professeur Raphaël Matamba s'exprime. Je vous ai montré des documents un peu sur les formations géologiques du Rwanda et tout ce qu'ils avaient comme indice de minéralisation et réserve, mais des années 88, où ils disent vraiment que non, c'était un problème, c'était une exploitation marginale et qui était voie à l'effondrement. Mais si ils doivent, par exemple, nous dire qu'ils disposent maintenant des mines ou des réserves bien identifiées, bien quand même quantifiées, on devrait le savoir pour que l'Union européenne arrive à signer cet accord là-bas. Mais tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas déclarés, on va juste comprendre que c'est des minerais qui viennent d'ailleurs et d'une voie qui n'est pas vraiment propre. L'évaluation de potentiel s'avère nécessaire pour la bonne gestion de nos ressources naturelles en mettant en place un plan stratégique pour sa protection dans les frontières. C'est le couronnement d'un long parcours effectué dans le pays de l'oncle Sam pour redorer le blason terni de son pays, la RDC. Le professeur Florimond Nyamoga Kabamba, 2 fois diplômé des hautes études aux États-Unis d'Amérique, vient de décrocher son premier doctorat en sciences clinica, psychologie aux États-Unis d'Amérique, ce qui fait de lui le tout premier Congolais à avoir décroché ce diplôme des hautes études. C'est dans cette arène, dans la ville des Florides, aux États-Unis d'Amérique, que des milliers de personnes venues de partout se sont retrouvées à l'occasion de cette collation des grades qui consacre le professeur Florimond Nyamoga ses titres de docteur en criminologie et clinical justice. En lui conférant ses grades de doctorat en hautes études sur la sécurité nucléaire, le professeur Florimond Nyamoga Kabanda s'inscrit dans l'histoire comme le premier Congolais qui devra offrir son expérience en RDC dans la radiologie et du nucléaire pour son expansion sur l'ensemble du territoire national, ce qui lui a valu, dans un passé récent, une audience auprès du chef de l'État qui attend beaucoup de ces Congolais pour relever ces secteurs qui renaient de ses cendres. Une preuve éloquente est de la dernière réunion des Windhoek en Namibie, organisée par l'unité des préventions du terrorisme, radiologie et du nucléaire, avait plébiscité la présentation de la RDC par le professeur Florimond Nyamoga Kabanda. Aujourd'hui, c'était ma collation de grade. J'ai reçu mon deuxième doctorat en criminologie et criminologie justice. Je me suis spécialisé en criminalistique nucléaire et je suis fier d'être le premier Congolais hier. Donc les arts que nous avons chez nous en matière de régulation nucléaire, c'est celui que vous voyez là-bas. He's our own DRC, the guy who is at the top of the institution, the CNPRI, qui est en fait
l'instruction qui réglemente les questions par rapport à la disposition, notamment des déchets nucléaires et consorts. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui attend remettre la République démocratique du Congo dans ses lettres de noblesse, se sent très honoré par ces Congolais qui fait la fierté de toute une nation et serait à même valable pour accomplir une mission noble dans le domaine de la radiologie et du nucléaire dont la République démocratique du Congo a besoin pour des générations présentes et futures. J'ai annoncé au sommaire en sport au championnat de la Ligue nationale de football, début de la phase de play-off ce week-end, avec des matchs dans différentes villes. Ce vendredi à Kindu, l'AS Maniema Union reçoit Dauphin Noir au stade Joseph Kabila. Au total, 8 clubs sont engagés dans cette phase cruciale et déterminante pour les qualifications aux compétitions interclubs de la CAF et le titre des champions de la RDC. Après une première phase du championnat national divisé en 2 zones, les comités de gestion de la Ligue nationale de football démarrent enfin avec le play-off. Le go sera donné ce vendredi au stade Joseph Kabila Kabange à Kindu. L'AS Maniema Union, terminé premier du groupe B avec 16 points, va jouer son premier match à domicile devant Dauphin Noir de Goma. Le dimanche, dans un duel purement quinois, l'AS Vita Club va jouer les FC Les Aigles du Congo néophytes à cette compétition. Ce sera au stade Tarafaye de la Kétule. Un jour avant, Lupopo rencontre les Salésiens de Don Bosco au stade de la Kenya à Lubumbashi, d'où l'appel à l'unisson de tous les cheminots de la vie du cuivre par le président de la coordination des supporters de Lupopo, Cédric Gizainga. Les fanatiques doivent retenir que c'est eux qui font la force de Lupopo. Donc ils doivent venir nombreux, ils doivent venir accompagner leur club, ils doivent aujourd'hui accompagner le président qui débourse beaucoup de moyens. Donc nous pensons que comme l'année passée, comme l'année antérieure, c'est une chance encore pour Lupopo dans l'Afrique et pour vraiment réaffirmer que le respect qui doit revenir à Lupopo. Seuls 3 clubs au lieu de 4 obtiendront leur ticket pour les compétitions de la CAF. Les 2 premiers vont se qualifier pour la Ligue des Champions, tandis que le 3e ira en Coupe de la Confédération. Et le 4e représentant de la RDC sera le vainqueur de la Coupe du Congo. Un mot de culture pour clôturer ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à la cérémonie du vernissage du livre intitulé « Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC » de l'écrivaine Catherine Katungu-Fura, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Ce livre scientifique sur la culture met en lumière les artistes, les biens culturels et les patrimoines de la République démocratique du Congo. À cet enfant qui est ce bel ouvrage des grandes figures artistiques et culturelles du patrimoine de la République démocratique du Congo, en le baptisant, en lui souhaitant bon vent et en souhaitant qu'il figure dans les bibliothèques de toutes les Congolaises et les Congolais, les Africains et partout de par le monde pour faire parler de notre culture, de notre art, mais surtout les figures qui en sont les ambassadeurs. Par ces mots, le Premier ministre du gouvernement congolais a transmis son souhait de succès à cet ouvrage qui répertorie les artistes, les biens culturels et les patrimoines à valoriser et à protéger. Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC, au mot du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est une boussole qui permettra à tous les Congolais de mieux connaître leur culture. Des guitaristes, et peut-être assez de saluer justement ce travail fouillé parce que tu as réussi à retracer tous ces mots-là. Prenant la parole au terme de cette cérémonie, la ministre Katougou a décrit le contenu de son ouvrage qui retrace l'histoire culturelle du pays et sa politique qui, depuis 1960, n'a pas encore été développée ou votée au Parlement. Les amoureux de la culture, les élèves, les étudiants, les chercheurs, les organismes et associations culturelles, les opérateurs culturels divers, les curieux de la culture du Congo pourront puiser dans cet ouvrage des éléments pour continuer à enrichir la science. Ce livre, c'est mon livre, mais votre livre aussi.
Reparti en 2 parties et 7 chapitres, coulés sur 473 pages, grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC, première expérience du ministre de la Culture, Art et Patrimoine comme écrivaine, est un voyage profond qui constitue une grande richesse parfois ignorée en faveur des minerais. Place au rappel des titres. Les conclusions des enquêtes sur la disparition en juillet 2023 de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende, sont connues d'après la justice congolaise. L'ex-porte-parole d'Ensemble pour la République s'est suicidé. Lutte contre les terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu, c'est le sujet au cœur d'une importante réunion à laquelle prennent part ce vendredi les chefs d'état-major des forces de la SADC à Goma. En sport, l'INAFoot, début de la phase des playoffs avec des matchs dans différentes villes. Ce vendredi à Kindu, l'AS Maniema Union reçoit Dauphin Noir au stade Joseph Kabila. On va prendre à présent la revue de presse. C'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Affaire Chérubin Okende, le procureur près la Cour de cassation parle d'un suicide d'après le dernier rapport des enquêtes. Eh bien, Christian Kalonji, au premier regard, très difficile de croire à la version du procureur d'après certains angles pris par plusieurs journaux parus cet avant-midi. Nous commençons tout d'abord par Actualité.cd qui titre à la une « Affaire Okende, la conclusion de l'enquête suscite le sceptisme et la colère de la famille de l'ancien ministre ». Ces médias en ligne rapportent que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a déclaré lors d'une conférence de presse à Kinshasa ce jeudi que Chérubin Okende se serait suicidé. Cette annonce survient dans les cadres de l'affaire entourant la mort de l'ancien ministre des Transports et voit des communications retrouver son vie le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Christian Kalonji, la famille Okende, qui a d'ailleurs engagé un avocat belge pour poursuivre l'affaire à l'international, s'est dit également prête à s'adresser aux institutions internationales pour obtenir justice dans cette affaire, précise ce même média. De l'autre côté, Christian Kalonji, il y a également un média à Congo qui pointe à sa une la famille Okende, surprise et déçue par les conclusions du parquet avocat. Dans ses colonnes antérieures, ces médias rapportent que la famille est étonnée. Elle se questionne comment cet homme d'État qui a tout donné pour la République peut être assassiné de cette manière sans avoir droit ne serait-ce qu'au faux procès ou même un théâtre judiciaire. C'est ça la réaction à chaud de la famille, déclare dans une radio de la place M. Laurent Onyemba, un des avocats de la famille Okende. Après le parquet général, près la Cour de cassation, Christian Kalonji a conclu au suicide de l'ancien député national et ministre du Transport Chérubin Okende, retrouvé mort, le corps criblé des balles dans sa voiture le 13 juillet sur l'avenue de Poids Lourd à Kinshasa-Gombe. Et puis au Sénégal, Macky Sall accepte de quitter le pouvoir le 2 avril prochain, comme prévu. Exactement, Christian Kalonji, nous retrouvons cette information abordée par Radio France Internationale, RFI, et qui met à sa une Sénégal. Le président Macky Sall réaffirme qu'il quittera ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril. Christian Kalonji, le président sénégalais, a réaffirmé ce 29 février 2024 qu'il partira le 2 avril, date de fin de son mandat. Dans un message sur X, les conclusions d'un dialogue national organisé lundi et mardi ont recommandé que l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février dernier se tienne le 2 juin, soit 2 mois après la fin officielle du mandat de Macky Sall, et que ces derniers restent en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. La date de mon départ reste absolument ferme, affirme-t-il. C'est ce que ces médias français a rapporté. Il y a également Africa Manager qui a mis d'ailleurs à la une cette même information en écrivant Sénégal. Macky Sall quittera à ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril. Il développe dans le corps de son article, Christian Kalonji, la date du 2 avril 2024 qui marque la fin du mandat du président Macky Sall approche, tandis que les citoyens sont dans l'attente. Le chef de l'État qui assure ne pas vouloir rester au pouvoir a annoncé qu'il recevra le rapport avec les propositions
des sorties des crises de dialogue national. Lundi prochain, le président Macky Sall a répété sur ses réseaux sociaux qu'il quittera ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril, mais il a aussi suggéré que le chef de l'État reste en poste jusqu'à l'installation de son successeur en vertu de l'article 36 de la Constitution, d'après ces mêmes médias. Voilà qui me fait à notre revue de presse de ce vendredi, Christian Kalonji. Je vous remercie, Nathan, de votre présentation. Merci, Christian Kalonji. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.